Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va se pencher sur une fracture profonde, une tension qui définit vraiment notre époque. D'un côté, on a cette promesse d'un progrès universel, de valeurs qui seraient valables pour toute l'humanité. Et de l'autre, eh bien, on a l'appel des traditions enracinées, celles qui sont nées d'une terre, d'une histoire bien particulière. C'est un véritable choc entre deux visions du monde. On va y aller franco avec la question qui fâche un peu. Le progrès, cette marche en avant qu'on nous présente souvent comme une évidence, est-ce que c'est systématiquement une bonne chose? Est-ce que c'est toujours synonyme d'amélioration? C'est le point de départ de tout le débat. Ok, pour que ce soit bien clair, imaginons ces deux camps. D'un côté, il y a l'idée de valeurs universelles, comme les droits humains par exemple, qui devraient dépasser les cultures et les frontières. Et de l'autre côté, on a l'affirmation que nos valeurs les plus profondes, elles, viennent d'un lieu précis, d'une culture bien à elle. Ce sont deux visions qui ont l'air de s'exclure complètement. Pour comprendre cette opposition, il faut vraiment remonter à la source. Qu'est-ce qui fonde notre sens du bien et du mal? Au fond, d'où vient notre morale? C'est sur cette question fondamentale que les deux chemins se séparent. Bon, la première vision, c'est celle qu'on appelle progressiste. L'idée, ici, c'est que la morale, ce n'est pas un truc figé qu'on hérite. Non, c'est plutôt une construction, quelque chose qu'on bâtit en permanence. C'est un peu comme la science, en fait. On débat, on critique, on utilise la raison pour essayer de s'approcher d'une vérité. Et le but ultime, c'est de définir des droits valables pour chaque être humain et surtout d'accepter de se remettre en cause pour s'améliorer sans cesse. Et puis, on a la vision complètement opposée. Ici, l'éthique, elle émerge du terroir. Ce n'est pas du tout une idée abstraite, c'est une réalité vivante, qui est née de la relation super intime entre un peuple, sa terre et ses ancêtres. Pensez aux histoires qu'on se raconte, au savoir-faire qu'on se transmet. C'est tout ça qui forge une morale qui est complètement unique. Oui, mais cette belle idée d'une morale qui pousse comme une plante dans son jardin, elle se heurte tout de suite à un problème, et pas des moindres. Qu'est-ce qu'on fait de celui qui n'a pas de racines? C'est là que ça coince. Qu'advient-il de la personne qui a tout perdu? Le réfugié, l'exilé, celui qui, par définition, est déraciné. Si la dignité et les droits viennent d'une appartenance à un lieu, eh bien quelle protection reste-t-il à celui qui n'a plus de chez lui? Et c'est là, bien sûr, que l'argument progressiste revient en force. Sa plus grande réussite, en quelque sorte, c'est précisément d'avoir forgé une morale pour les sans-attache. Une éthique qui protège un individu non pas parce qu'il fait partie d'une communauté, mais tout simplement parce qu'il est humain. Point. Sauf que la réplique est cinglante. Et si cet universalisme, au lieu d'être la solution, était en fait la cause du problème? L'argument est assez déstabilisant. Il suggère qu'en promouvant un modèle unique, le progressisme agit comme un rouleau compresseur qui détruit les cultures locales. En fait, il fabriquerait en série les déracinés qu'il prétend ensuite vouloir sauver. Cette critique, elle nous oblige à regarder la face cachée du progressisme. C'est quoi le vrai lien entre cet idéal de liberté universelle et la grosse machine du capitalisme mondial? Alliés? Ennemis? Ou les deux faces de la même pièce? Et là, le ton monte. Pour les uns, le capitalisme mondial, c'est une trahison pure et simple de la promesse du progrès. On a transformé un idéal de libération en une simple course au profit. Mais pour les autres, pas du tout. Ce n'est que l'aboutissement logique d'une vision du monde qui a remplacé le bien commun par la rentabilité. Pour rendre cette idée plus concrète, on utilise une métaphore assez frappante, celle d'une agriculture de guerre. L'idée, en gros, c'est que notre système alimentaire actuel n'est pas le fruit d'une recherche d'harmonie avec la nature. Non, c'est l'héritier direct de la logique industrielle et destructrice du XXe siècle. Et quand on regarde les détails, c'est assez fou. Imaginez un peu. Les usines qui fabriquaient des chars se sont reconverties pour faire des tracteurs surpuissants. Celles qui mettaient au point des explosifs à base de nitrate ont recyclé ce savoir-faire pour créer des engrais chimiques à grande échelle. Le résultat, on a appliqué une logique de force brute à la terre, ce qui a anéanti la vie des sols et transformé des terres fertiles en déserts. Face à ce modèle unique qui a l'air de tout écraser sur son passage, l'argument en faveur de la pluralité revient sur le devant de la scène. Et si le vrai danger, au fond, ce n'était pas la diversité des morales, mais au contraire, le monopole d'un seul système qui, comme il n'a plus de concurrents, n'a plus aucune raison de se remettre en question. C'est une idée qu'on retrouve chez des penseurs comme Ivan Illich, et elle est vraiment puissante. Une institution qui obtient le monopole finit par produire l'inverse de ce pourquoi elle a été créée. Une médecine unique finit par rendre malade. Et si on applique ça à l'éthique, un universalisme sans rival deviendrait une prison pour la pensée. La logique est assez implacable en fait. Une morale qui règne sans partage devient un dogme. Personne ne la défie, donc elle n'évolue plus. C'est comme un écosystème. Pour qu'il soit en bonne santé, il lui faut de la biodiversité. Une monoculture, même si ça a l'air efficace au début, ça finit par épuiser le sol.
L'idée, c'est donc que la concurrence serait le moteur de la vitalité morale. Oui, mais cette idée d'une saine compétition entre les morales nous amène à un dilemme final, le plus vertigineux de tous. Si on accepte cette compétition, où est-ce qu'on place les limites de ce qui est tolérable? C'est la question qui bloque tout. Si toutes les morales sont des concurrentes légitimes sur le marché des idées, au nom de quoi est-ce qu'on peut encore condamner une pratique qu'on juge barbare? Si on renonce à un bien universel, sur quel terrain on se place pour porter un jugement? Les exemples concrets rendent le problème quasi insoluble. Que faire face à l'excision, au mariage forcé, à des systèmes qui justifient l'esclavage ou la censure? Faut-il se taire au nom du respect de la diversité culturelle ou intervenir au nom d'une dignité humaine qui, elle, ne serait pas négociable? On aboutit donc à une confrontation presque impossible à résoudre. Le choix final semble être un choix de loyauté. Est-ce qu'on donne la priorité au respect des systèmes culturels dans leur intégrité, ou est-ce qu'on donne la priorité absolue au respect des êtres humains, quitte à devoir critiquer, voire combattre les systèmes qui les oppriment? La position la plus radicale de la non-ingérence est exprimée ici de façon très crue. L'idée, c'est que notre indignation morale n'est qu'une réaction culturelle, une émotion utilisée comme un outil de propagande pour affirmer notre propre supériorité. C'est une affirmation qui est choquante, bien sûr, mais qui pousse la logique du relativisme jusqu'à son terme. Et c'est sur cette question-là, sans réponse facile, que cette exploration se termine. Le respect authentique d'une culture nous impose-t-il de détourner le regard quand des individus y souffrent? Ou est-ce qu'il existe une humanité commune qui nous donne le droit et peut-être même le devoir de ne pas rester silencieux? La question reste ouverte.